C'était une douce soirée de fin d'été à Sandusky, dans l'Ohio. Heather Jackson mettait ses enfants au lit, Selena, 3 ans, et Wayne Jr., 1 an. Une soirée comme les autres, chez elle, son havre de paix. Le lendemain matin, tout était différent. Personne n'entendait les enfants rire. Personne ne voyait Heather sur la véranda. Elle ne répondait pas au téléphone. Les amis s'inquiétaient. Mais lorsque la police passa brièvement, rien ne semblait suspect. Seulement une maison vide, une porte verrouillée. Mais quelque chose n'allait pas. Quelques heures plus tard, quelqu'un enfonça la porte. Et ce qu'on trouva dans cette maison allait faire de cette affaire l'une des plus horribles de l'histoire criminelle américaine. Heather Jackson est née le 12 octobre 1988 à Sandusky, dans l'Ohio. C'était une jeune femme au sourire contagieux qui illuminait immédiatement son entourage. Ses amis la décrivaient comme une personne chaleureuse, pleine d'humour et de joie de vivre. Elle était toujours là pour les autres, qu'il s'agisse de sa famille, de ses amis ou même d'inconnus. Mais le plus important dans sa vie, c'était ses enfants. Selena, 3 ans, et Wayne Jr., 1 an, étaient sa plus grande fierté. Heather faisait tout pour leur offrir une bonne vie. Son plus grand souhait était d'offrir à ses enfants une enfance insouciante, une enfance qu'elle n'avait pas toujours eue. Heather a grandi dans des conditions modestes. Elle a dû faire face à des revers, a appris très tôt à se défendre et a compris que la vie n'est pas toujours juste. Mais elle était déterminée à ne pas se laisser abattre. En grandissant, elle a développé une forte volonté et le désir d'être indépendante. Après l'école, elle a rencontré Wayne Jackson. Ils sont rapidement tombés amoureux et ont eu leur premier enfant, Selena. C'était une période passionnante pour Heather. Elle voulait être la meilleure mère possible et faisait tout son possible pour prendre soin de sa petite famille. 2 ans plus tard, son fils Wayne Jr. est né et sa famille était au complet. Mais avec le temps, sa relation avec Wayne a changé. Les difficultés du quotidien et les soucis financiers ont été à l'origine de nombreuses disputes. Après plusieurs tentatives infructueuses pour sauver leur mariage, ils ont décidé de se séparer. Ce fut une décision difficile à prendre, mais Heather savait qu'elle devait faire ce qui était juste pour elle et ses enfants. La séparation a été difficile, surtout parce qu'elle était désormais seule, responsable de ses 2 enfants. Mais au lieu d'abandonner, Heather a continué à se battre. Elle a accepté plusieurs emplois pour joindre les 2 bouts, a travaillé comme femme de ménage et a donné un coup de main dans différents restaurants. Malgré ses longues journées de travail et sa fatigue constante, elle n'a jamais perdu son sourire, du moins pas en présence de ses enfants. Fin août 2012, il sembla que sa vie prenait enfin une tournure positive. Elle avait trouvé une petite maison à Sandusky. Elle n'était ni grande, ni parfaite, mais elle lui appartenait. C'était le premier endroit qu'elle avait créé entièrement pour elle et ses enfants. Pour Heather, c'était plus que 4 murs. C'était un nouveau chapitre, un nouveau départ. Elle s'est immédiatement mise à transformer la maison en un foyer. Les murs devaient être colorés. Les enfants devaient avoir leur propre petit coin pour jouer. Cela devait être un endroit plein d'amour et de sécurité. Heather était fière de ce qu'elle avait accompli. Malgré tous les défis, elle s'était battue et se trouvait maintenant à un point où elle envisageait l'avenir avec espoir. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet avenir lui serait enlevé. Fin août 2012 a marqué un tournant décisif dans la vie de Heather Jackson. Après une période difficile,
elle a enfin eu le sentiment de reprendre le contrôle de son avenir. Elle avait trouvé une petite maison confortable à Sandusky, un endroit qu'elle pouvait partager avec ses 2 enfants. Ce n'était pas le grand luxe, mais pour Heather, c'était synonyme de liberté, de stabilité et d'une seconde chance. Les dernières 2 semaines avant sa mort ont été marquées par l'espoir et le travail acharné. Elle avait aménagé la maison avec amour, en pensant à chaque détail. Dans les chambres des enfants, des décorations colorées étaient accrochées, les jouets étaient rangés dans des boîtes, et les petits lits étaient recouverts de couvertures douillettes. Selena et Wayne Jr. adoraient leur nouvelle maison. Pour eux, c'était un endroit sûr où ils pouvaient jouer et rire sans souci. Heather passait beaucoup de temps avec ses enfants. Bien qu'elle ait plusieurs emplois et qu'elle soit souvent épuisée, elle essayait toujours de profiter de chaque minute libre avec eux. Elle jouait avec eux dans l'allée, leur lisait des histoires et les mettait au lit le soir avec un baiser. Sa meilleure amie Danielle la décrivait comme une mère qui, malgré tous les défis, voulait toujours le meilleur pour ses enfants. En plus de son travail à temps plein de femme de ménage, Heather prenait parfois des heures supplémentaires dans un restaurant. L'argent était rare, mais elle faisait de son mieux pour donner à ses enfants tout ce dont ils avaient besoin. Elle avait de grands projets pour l'avenir. Peut-être qu'un jour, elle ferait une formation, trouverait un meilleur emploi et offrirait à ses enfants une vie encore plus belle. Selon ses amis et sa famille, Heather semblait heureuse dans les jours qui ont précédé sa mort. Elle avait enfin réussi à se construire un foyer. Ses enfants étaient en bonne santé. Elle-même était sur la bonne voie. Elle passait du temps avec ses proches, discutait avec ses voisins et faisait des projets pour l'avenir. Mais personne ne savait que quelqu'un de son entourage avait déjà des pensées sombres. Quelqu'un qui profitait de sa gentillesse. Quelqu'un qui avait réussi à s'immiscer dans sa vie et qui n'attendait que l'occasion de frapper. Le soir du 7 septembre, Heather jouait dehors dans l'allée avec ses enfants. Une voisine se souvient plus tard de ses 3 enfants qui riaient et s'embrassaient. Une image paisible qui allait être détruite à jamais quelques heures plus tard. Ce soir-là, Heather a passé plusieurs coups de fil à des amis. Elle est restée éveillée jusque tard dans la nuit, probablement pour avoir enfin quelques moments de calme pour elle. Elle a écrit à des connaissances, fait des projets pour le week-end. À 3h12 du matin, elle a passé son dernier coup de fil. Après cela, le silence s'est installé. Le matin du 8 septembre 2012 a commencé dans un calme inhabituel. Normalement, on entendait la voix joyeuse de Heather Jackson ou le rire de ses enfants lorsqu'ils jouaient dehors. Mais ce matin-là, la maison de John Street à Sandusky, dans l'Ohio, était étrangement silencieuse. Sa meilleure amie Danielle a été la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle avait rendez-vous avec Heather pour aller chercher Selena l'après-midi et la garder pour la nuit. Mais lorsqu'elle lui a envoyé un message le matin, elle n'a pas reçu de réponse. C'était inhabituel de la part d'Heather. Elle était certes occupée, mais elle répondait toujours, surtout quand il s'agissait de ses enfants. Daniel ne s'inquiéta pas tout de suite. Peut-être que Heather était simplement très occupée ou qu'elle était sortie avec les enfants. Mais plus le silence se prolongeait, plus elle se sentait mal à l'aise. En début d'après-midi, elle se rendit finalement chez Heather pour voir si tout allait bien. En arrivant devant la maison, elle remarqua immédiatement que la voiture de Heather était toujours là. Un sentiment étrange l'envahit. Elle sortit de la voiture, se dirigea vers la porte d'entrée et frappa. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, appela le nom de Heather. Silence.
Daniel fit le tour de la maison, essaya de regarder par les fenêtres, mais les rideaux étaient tirés. Puis quelque chose attira son attention et lui fit se sentir le cœur serré. La tétine de Selena était posée sur la véranda. Selena ne se séparait jamais volontairement de sa tétine. Si elle avait quitté la maison, elle l'aurait emportée avec elle. Daniel sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais elle était fermée. De plus en plus paniquée, elle appela Jody, la mère de Heather. Jody n'avait pas eu de nouvelles de sa fille depuis la veille. C'était plus qu'étrange, car elle se parlait presque tous les jours au téléphone. Elle appela immédiatement la police et demanda un welfare check, un contrôle de routine pour s'assurer que Heather et les enfants allaient bien. La police arrive, puis repart. Vers 17h30, une voiture de police arrive devant la maison de Heather. Un policier en descend, frappe à la porte et appelle Heather. Pas de réponse. Il fait le tour de la maison et jette un coup d'œil par les fenêtres. Tout semble calme, aucun signe d'effraction, aucun désordre, aucune trace de sang. Les policiers n'ont aucune raison de forcer l'entrée. Après quelques minutes, ils remontèrent dans Raleigh dans leur voiture et partirent. Daniel resta sur place, stupéfaite. Quelque chose en elle lui disait que quelque chose n'allait pas. Mais la police n'avait rien vu de suspect. Que devait-elle faire? Elle décida de réessayer. Vers 19h, un ami commun, Thomas Hansen, arriva chez Heather. Daniel l'avait appelé pour lui demander de venir avec elle voir ce qui se passait. Thomas était accompagné d'un ami, Dan Riesner. Ils se sont postés devant la porte d'entrée. Ils ont de nouveau frappé. Toujours pas de réponse. Ils ont alors décidé de vérifier la porte de derrière. Elle était fermée, mais quelque chose n'allait pas. Dan Riesner a entendu un léger bruit, comme si quelque chose bougeait. Son instinct lui a dit qu'il n'avait plus le temps. D'un coup sec, il poussa la porte. Elle s'ouvrit brusquement. Ils sentirent immédiatement que quelque chose n'allait pas. La maison était étrangement silencieuse. La télévision était encore allumée, mais il n'y avait personne. À l'écran, ils appelèrent Heather, appelèrent les enfants. Rien. Puis ils entrèrent dans la chambre. À ce moment-là, ils réalisèrent que leur pire crainte s'était réalisée. L'un des hommes courut dehors, attrapa son téléphone portable et composa le 911. Sa voix tremblait. Nous avons un cadavre sous un matelas. La police n'était sur place que quelques minutes plus tard. Mais cette fois, tout était différent. Et ce que les enquêteurs trouvèrent dans le reste de la maison fit frissonner même les agents les plus expérimentés. Les policiers qui sont retournés chez Heather Jackson en début de soirée le 8 septembre 2012 ne se doutaient pas de ce qui les attendait. Mais dès qu'ils sont entrés dans la maison, ils ont vite compris qu'il ne s'agissait pas d'un appel d'urgence ordinaire. La scène qui s'offrait à eux était bouleversante. Heather Jackson gisait sans vie entre un matelas et le sommier de sa chambre. Un drap improvisé recouvrait une partie de son corps, comme si quelqu'un avait essayé de la cacher à la hâte. Mais l'horreur n'était pas terminée. Les policiers ont commencé à fouiller la maison de manière systématique. Ils cherchaient des indices, n'importe quoi, qui pourrait leur révéler ce qui s'était passé ici. Puis ils ont découvert une porte, celle qui menait au petit débarras au fond du salon. Ils ont essayé d'ouvrir la porte, mais elle était bloquée. Des caisses et des objets étaient empilés devant, comme si quelqu'un avait essayé de bloquer l'accès. Les enquêteurs ont uni leurs forces pour enfoncer la porte, et ce qu'ils ont trouvé derrière a glacé le sang même des agents les plus expérimentés. Là, dans un coin sombre du débarras,
gisaient les petits corps de Selena et Wayne Jr. Les enquêteurs s'arrêtèrent un instant. C'était une image d'horreur. 2 enfants innocents, qui quelques heures plus tôt encore jouaient dans leur maison, étaient maintenant froids et immobiles. Une fois le premier choc passé, les enquêteurs se mirent au travail. Ils rassemblèrent des preuves, photographièrent la scène et tentèrent de reconstituer les événements de la nuit précédente. Un premier examen de la maison a révélé qu'il n'y avait aucun signe évident d'effraction. Les portes étaient verrouillées lorsque la police s'est rendue bien sur place pour la première fois dans l'après-midi. Cela signifiait que le coupable avait soit une clé, soit qu'il avait été invité à entrer par Heather elle-même. Les enquêteurs ont également constaté que rien n'avait été volé. Les objets de valeur, l'argent liquide et même le sac à main de Heather étaient encore intacts dans la maison. Il ne semblait donc pas s'agir d'un vol. Mais qui avait tué Heather et ses enfants? Et pourquoi? La police savait que chaque seconde comptait. Elle a immédiatement commencé à interroger les voisins, les amis et les membres de la famille pour se faire une idée des dernières heures de Heather. Les voisins ont déclaré avoir vu Heather avec ses enfants le soir du 7 septembre. Elle avait joué avec eux, avait ri. Rien ne semblait indiquer que quelque chose n'allait pas. Mais après 22 heures, plus personne n'avait rien remarqué. Les enquêteurs ont vérifié les relevés d'appels téléphoniques de Heather pour savoir avec qui elle avait été en contact dans les heures précédant sa mort. Et c'est là qu'ils ont trouvé une piste décisive. Le dernier appel enregistré sur le téléphone portable de Heather a eu lieu à 3h12 du matin. Ce fut une conversation brève, d'une durée de seulement 30 secondes. Mais ce fut le dernier signe de vie de Heather. La caméra de surveillance fournit des indices pendant que les enquêteurs examinaient les relevés téléphoniques. Une autre équipe vérifiait les vidéos de surveillance des environs. Juste en face de la maison de Heather se trouvait le Firelands Regional Medical Center, un hôpital équipé de plusieurs caméras dirigées vers la rue. En examinant les images vidéo, les enquêteurs ont fait une découverte importante. Vers 3 heures du matin, quelques minutes seulement avant le dernier appel de Heather, une voiture s'est arrêtée devant sa maison. La qualité de la vidéo était mauvaise. L'obscurité et la pluie rendaient difficile la reconnaissance des détails. Mais les phares de la voiture étaient clairement visibles. La caméra a montré que la voiture s'était engagée dans l'allée de Heather et y était restée longtemps. À 4h16, 1 heure plus tard, la voiture repartit. Cela correspondait exactement à l'heure à laquelle Heather et ses enfants avaient dû être tués. Mais qui était dans cette voiture? La mauvaise qualité de la vidéo ne permettait pas de reconnaître le visage du conducteur. Mais les enquêteurs ont pu au moins déterminer une chose. La voiture était une Cadillac blanche, l'appel mystérieux à 3h12. Avec ces nouvelles informations, les enquêteurs ont vérifié à nouveau le numéro de téléphone que Heather avait appelé à 3h12 dans la nuit du 8 septembre. Le numéro appartenait à un homme nommé Curtis Clinton. Les agents avaient déjà entendu ce nom auparavant, et lorsqu'ils ont vérifié son dossier, ils ont eu le souffle coupé. Curtis Clinton n'était pas un inconnu. Il avait été libéré de prison quelques mois auparavant. La raison de son incarcération, il avait déjà tué. Lorsque les enquêteurs ont vérifié le nom de Curtis Clinton dans leur base de données, il est rapidement devenu évident qu'il n'avait pas affaire à un suspect ordinaire. Clinton n'était pas un inconnu, bien au contraire. Son passé était marqué par la violence et des crimes qui n'auraient jamais dû se produire.
Curtis Clinton avait 41 ans et n'était libre que depuis quelques mois. Il venait de passer 13 ans en prison, peine qui semblait à peine suffisante pour ses actes passés. En 1997, Curtis Clinton a été condamné pour homicide involontaire. Mais les circonstances de son crime ont laissé beaucoup de gens douter qu'il s'agissait vraiment d'un acte de négligence. Sa victime était Misty Keckler, âgée de 17 ans. Elle avait été étranglée, ses mains et ses pieds avaient été ligotés et son corps avait été retrouvé dans une baignoire. L'affaire était troublante, mais pour une raison quelconque, Clinton n'a pas été condamné pour meurtre, mais pour une forme d'infraction moins grave. Cela signifiait qu'il serait libéré plus tôt, beaucoup trop tôt. Et lorsqu'il a été libéré de prison en février 2012, il n'a fallu que quelques mois pour qu'une nouvelle tragédie se produise. Alors que la police tentait de reconstituer le lien entre Clinton et Heather, elle a découvert quelque chose de choquant. Quelques jours seulement avant le meurtre de Heather Jackson et de ses enfants, Curtis Clinton avait déjà commis un autre crime. Le 3 septembre 2012, soit 5 jours seulement avant la tragédie, il avait agressé une jeune fille de 17 ans. La jeune femme, dont l'identité n'a pas été révélée pour des raisons de sécurité, a déclaré que Clinton l'avait attaquée, étranglée et violée. Il l'avait laissée inconsciente. Après avoir repris connaissance, elle s'était rendue à l'hôpital, où un test ADN médico-légal avait été effectué. Les résultats étaient sans équivoque. Mais à ce moment-là, Clinton était toujours en liberté. La police savait maintenant qu'elle tenait le coupable. Mais une question restait en suspens. Comment Curtis Clinton était-il entré dans la vie de Heather? Ses amis et sa famille ne se souvenaient pas qu'elle ait jamais parlé de lui. Il n'était ni un ami proche, ni un ex-partenaire, ni quelqu'un avec qui elle avait manifestement beaucoup de contacts. Mais ses relevés téléphoniques racontaient une autre histoire. Les enquêteurs ont découvert que Heather et Clinton avaient été régulièrement en contact dans les semaines précédant sa mort. Il semblait qu'ils s'étaient rencontrés par l'intermédiaire de connaissances communes. Certains ont émis l'hypothèse que Heather le considérait simplement comme une connaissance, peut-être quelqu'un qu'il avait écouté dans une période difficile. Mais Clinton aurait pu mal interpréter cela comme une invitation. L'appel téléphonique que Heather a passé à 3h12 lors de sa dernière nuit était avec Curtis Clinton. On ne sait pas exactement ce qui a été dit lors de cet appel, mais quelques minutes plus tard, Heather a été vue vivante pour la dernière fois. La police a alors supposé que Clinton attendait peut-être devant la maison de Heather et que cet appel lui avait permis de s'assurer qu'elle était réveillée et seule. Et puis, il est entré. Avec ces preuves, les enquêteurs avaient suffisamment d'éléments pour obtenir un mandat d'arrêt contre Curtis Clinton. Mais il y avait un problème. Clinton avait disparu. Il n'était pas chez lui. Sa famille ne savait apparemment pas où il était. Puis un indice inattendu est apparu. Une infirmière de l'hôpital Bellevue a contacté la police. Curtis Clinton avait été admis en tant que patient. Il avait tenté de se suicider. Lorsque les agents sont arrivés à l'hôpital, Clinton était déjà stabilisé. Il était allongé tranquillement dans son lit lorsque les policiers l'ont officiellement arrêté. Il n'a pas dit un mot, mais les enquêteurs savaient qu'ils avaient leur coupable. Après l'arrestation de Clinton, son ADN a été comparé aux traces relevées sur les lieux du crime. Les résultats étaient sans équivoque. Son ADN a été trouvé sur Heather. Son ADN a été trouvé sur Selena. Son ADN a été retrouvé sur Wayne Jr.
Il avait séjourné dans la maison cette nuit-là. Et ce n'est pas tout. Ses empreintes digitales ont été relevées à plusieurs endroits dans la maison, notamment sur la porte du débarras, où les enfants ont été retrouvés. Il n'y avait plus aucun doute. Curtis Clinton avait tué Heather et ses enfants. Mais quel était son mobile? Les enquêteurs se demandaient pourquoi Clinton avait commis ce crime. Il n'y avait aucun signe évident de vol. Rien n'avait été volé. Heather l'avait peut-être laissé entrer de son plein gré. La cruelle vérité était que Clinton était tout simplement un homme dangereux. Un homme qui avait déjà tué. Un homme qui avait agressé une jeune fille de 17 ans quelques jours auparavant. Un homme qui n'aurait jamais dû être libéré. Maintenant, c'était clair. Cette fois-ci, il ne s'en sortirait pas. Curtis Clinton était désormais en garde à vue. Mais les enquêteurs ne voulaient pas seulement mettre un suspect derrière les barreaux. Ils voulaient le confondre. Les preuves étaient accablantes. Son ADN a été retrouvé sur Heather, Selena et Wayne Jr. Ses empreintes digitales étaient dans la maison, et la vidéo de surveillance montrait sa voiture devant la maison de Heather la nuit du crime. Mais il manquait encore des aveux. Clinton a été conduit au commissariat de Sandusky et interrogé. Les enquêteurs l'ont confronté aux preuves, mais Clinton est resté calme. Il a nié les accusations, clamant son innocence. Lorsque les enquêteurs lui ont présenté les résultats de l'analyse ADN, il s'est contenté de dire « Je ne me souviens pas ». Il affirmait avoir passé la nuit précédente chez une connaissance, mais les caméras de surveillance, les enregistrements téléphoniques et son propre ADN contredisaient ces mensonges. Malgré les preuves accablantes, il refusait d'admettre ce qui s'était passé. Les enquêteurs s'en tinrent donc aux faits. Sa voiture avait bien été vue devant la maison de Heather à 3 heures du matin. Son dernier contact téléphonique avec Heather a eu lieu à 3h12. Son ADN a été retrouvé sur les 3 victimes. Ses empreintes digitales ont été relevées dans la maison, notamment sur la porte du débarras. Clinton n'a pas été ébranlé. Il n'a montré aucun remords, aucune émotion. Mais la police savait qu'elle tenait son coupable. Le 10 septembre 2012, 2 jours seulement après ce crime atroce, Curtis Clinton a été officiellement accusé de triple meurtre. Le ministère public a présenté les preuves. La vidéo de surveillance et les traces d'ADN, en particulier, ne laissaient aucun doute. Pendant le procès, Clinton n'a pas réagi. Aucun regret, aucune explication. Il est resté assis, immobile, pendant que les témoins témoignaient. La famille de Heather a dû entendre des détails bouleversants. Jody, la mère de Heather, a témoigné au tribunal que sa fille était une battante qui avait tout donné pour ses enfants. Des amis ont raconté les projets d'avenir de Heather, qu'elle avait durement élaborés et qui lui ont été enlevés en une seule nuit. Après un procès intense, le verdict a été rendu. Le 4 novembre 2013, Curtis Clinton a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le tribunal l'a déclaré coupable du triple meurtre et des autres infractions. Et le verdict était sans appel, la peine de mort. Lorsque le verdict a été prononcé, Clinton n'a pas réagi, aucun repentir, aucune excuse. Pour la famille de Heather, ce fut un soulagement, mais pas de satisfaction. Rien ne pouvait ramener Heather et ses enfants. Clinton a été transféré à la prison de Chillicothe, où il attend depuis l'exécution de sa peine. Mais même des années après le verdict, une question reste sans réponse. Pourquoi tout cela a-t-il dû arriver? Après la condamnation de Curtis Clinton, le chapitre de la justice était clos. Mais pour la famille de Heather et ses amis, le plus dur commençait à peine. Faire face à la perte. La ville de Sandusky était sous le choc. Beaucoup connaissaient Heather.
l'avait vue dans le quartier où avait entendu ses enfants rire. Maintenant, sa maison était vide, témoin muet d'une tragédie qui n'aurait jamais dû arriver.